On revient pour la seconde partie. On va continuer par dire un mot sur le Soudan du Sud où il y a eu une signature d'un accord préliminaire sur le partage du pouvoir et on reçoit sur le plateau Dominique Aliziou, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir et salut à tous et à toutes. Un mot sur le Soudan du Sud, un accord préliminaire, vous y croyez? Ouais, c'est compliqué de croire parce qu'il y avait dans un passé récent un accord qui consacrait Ek Matia, le vice-président, qui avait pris ses quartiers à Juba. Mais un beau matin, les éléments de Salva Kiir ont lancé un assaut contre son domicile. Heureusement il s'est choisi un bon coin où il pouvait vraiment s'échapper. Et c'est ce qu'il a pu faire. Et il a été même blessé à cet effet. Il a été soigné en Afrique du Sud et autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on leur colle deux autres vice-présidents. Est-ce que c'est ça qui manquait ou qu'on n'attaque pas l'autre? Je n'en sais rien, mais c'est bien clair. S'il y a la bonne volonté, au fait, le problème ne se posera pas. Et les gens, il suffit qu'ils s'entendent. Puisque Salva Kiir, je crois, il a fini même son mandat et qu'on a prorogé, le Parlement a prorogé, le Parlement s'est prolongé. Il suffit qu'ils s'entendent bien, assumer une transition et aller vers les élections. Comme ça, le meilleur, le parti majoritaire va gagner les élections. Mais malheureusement, les intérêts sont tellement en jeu que les uns les autres voudraient s'accaparer de tout. Et c'est ça qui fait vraiment le malheur de ce pays qui a des ressources, et qui a également des compétences parce que beaucoup de Sud-Soudanais sont à l'étranger. Et au début, les gens sont rentrés par enthousiasme pour participer à la construction de ce pays, mais malheureusement, et très vite, les armes ont pris le pas sur la réalité. Les intérêts des uns des autres ont pris le pas et finalement, c'est la population qui souffre, la misère et tous les ingrédients sont réunis pour que ce pays vraiment soit dans un état très délabré. Et maintenant qu'ils ont encore signé, qu'est-ce qu'on peut attendre? On va attendre voir si cette fois-ci. Et puis, ce qui est peut-être aussi qu'il faut noter, c'est le fait que l'un des acteurs de la crise, notamment le président El-Béchir, soit le parrain de cette signature. Donc, si tel est le cas, je crois que les uns et les autres peuvent contribuer pour que véritablement cette signature puisse être appliquée et que le Soudan du Sud puisse se lancer sur le plan économique. Pasteur Rideau, c'est vrai qu'on parle beaucoup des implications de cet accord sur le plan politique, mais il y a eu une grande crise humanitaire aussi dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions à ça? Il y a beaucoup des exilés. Sur le plan intérieur, il y a la pauvreté, la misère. Donc ça aussi, justement, je crois quand même que ce qui pourra donner de boom à cet accord, c'est l'implication de El-Béchir. Parce que qui sait que El-Béchir peut même tirer les ficelles de la part de l'opposant, de l'autre, pour dire bien c'est possible. Bien sûr. Maintenant qu'il fait partie intégrante de cet accord en tant que facilitateur, ou bien, puisque c'est chez lui, à Khartoum, que l'accord a été signé. Maintenant, évidemment, il faut quand même qu'on pense à cette situation humanitaire qui est désastreuse. Et là, il va falloir rapidement qu'on apporte quand même de soutien à ces populations civiles-là qui ont trop souffert des crimes de guerre. Donc, c'est très important. Et la communauté internationale, cette communauté internationale qui sait bien, qui joue sa carte dans cette crise-là, doit aussi apporter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle sait faire. Elle crée des situations belligérantes et de crise. Et puis, maintenant, après, on apporte à manger aux gens. C'est ça. Et l'Afrique ne veut pas se repentir. L'Afrique veut toujours rester dans ce schéma. Et c'est dommage. Vivement que ce pays reprenne vie et que puisse s'engager sur le plan de développement. En tout cas, il faut rappeler que c'est la naissance de ce pays qui a porté le nombre de pays africains à 54. On va maintenant au Mali. Les Maliens vont se rendre aux urnes dimanche pour une présidentielle sous haute tension. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés donc aux urnes pour soit reconduire Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013 ou se trouver un autre président. Alors, ce scrutin, il y a plusieurs enjeux, Jean-Luc, sécurité, parce que le Mali aujourd'hui est un pays complètement en déliquescence.
Oui, vous savez, moi je pense que pour ces élections-là, c'est vrai, les deux favoris, c'est le président Ibeka et Soumaïla Cissé. Ça va se jouer entre les deux, ça c'est sûr. Mais peut-être que je vois peut-être Ibeka repartir empiler pour un autre second mandat, parce que le peuple malien quand même lui permettra de terminer peut-être ce qu'il a commencé. Mais le vrai problème, c'est ce qui attend ce président-là. Celui qui viendra, ce qu'il attend, c'est pas assez facile, hein, parce que il aura d'abord à unifier le pays, parce que c'est un pays divisé aujourd'hui, à peut-être reprendre tout à zéro, parce que vous savez, le Mali est complètement à terre sur le plan économique, le plan sécuritaire, sur pratiquement tous les plans. Et donc, je crois que ce président a du boulot. C'est vrai, moi je n'ai pas envie d'être à sa place, hein. Mais je crois que tous les candidats ont quand même la potentialité nécessaire pour pouvoir faire ce job-là, que ce soit Ibeka, que ce soit Soumaïla Cissé, je pense qu'ils peuvent le faire. Alors, ça veut dire qu'on fait le débat, Dominique Alizio, mais c'est vrai qu'il y a 24 candidats, mais on se dit clairement qu'il n'y a que 2 qui ont des chances. C'est vrai qu'il n'y a que 2 qui émergent, notamment le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, et puis le président sortant. Mais le vrai enjeu, c'est sécuritaire. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est les cris d'alarme de l'opposition qui voient des manœuvres de fraude que c'est quand même bizarre de voir un fichier audité par l'OIF et puis quelques jours après on met notre fichier en ligne qui soit différent du fichier audité. Mais justement à cette accusation, la CENI a invité les candidats à se déplacer vers... Ils ont une direction des élections, mais c'est comme c'est rattaché au ministère. Mais cette CENI est soumise au ministère de l'administration territoriale. Donc ils ont invité les candidats à se transporter à l'imprimerie de France pour aller vérifier si le fichier utilisé pour imprimer les cartes sont différents du fichier audité. Donc au fait c'est pour lever l'équivoque. Je crois qu'entre-temps ils ont parlé d'une petite erreur, mais très vite au niveau de l'impression des cartes, ils ont tenu compte du fichier corrigé par l'OIF et que c'est ça. Et pour jouer la transparence, ils les ont invités à se transporter en France, aller à l'imprimerie de France qui, au lieu de venir dans une imprimerie au Togo, ils sont toujours allés dans une imprimerie française, c'est eux qui prennent tout. Et donc c'est à ce niveau qu'on les invite à aller vérifier pour s'assurer que le fichier utilisé, c'est le fichier que l'OIF a traité et dont ils ont trouvé un consensus et c'est obvious. Mais seulement, ce qui est curieux justement, pourquoi ce second fichier, ça c'est quoi? Comment ce fichier a apparu? Donc, bon, ça peut prêter... Parce que l'OIF a fini son audit depuis avril et on est en juillet. Vous l'avez bien demandé, qu'est-ce que ce second fichier ça vient d'où d'ailleurs? Ce qui rassure, si véritablement que le fichier utilisé pour imprimer les cartes sont ces fichiers ce fichier qui sera servi, d'accord, mais si entre-temps on mettait l'autre fichier en question, donc les gens auront des cartes, mais ils n'auront pas leur nom sur les listes. Mais je crois que ça aussi, actuellement, le retrait des cartes est à pratiquement 64%. Et ils ont même annoncé qu'ils vont férier la journée de lundi pour permettre, je crois, lundi et mardi, je crois, pour permettre aux habitants d'aller retirer leurs cartes et participer à ce vote. Bon, on a l'impression que le gouvernement joue à la transparence, mais de l'autre côté, il y a aussi l'opposition qui voit des velléités de fraude et que, bon, comme toutes les oppositions en Afrique, bon, on voit toujours des fraudes partout. Bon, est-ce que c'est de bonne foi ou bien ils tentent de crier pour qu'au cas où ça ne marchait pas, ils vont dire voilà les preuves que nous avons évoquées, voilà, il s'agit de ça. Par exemple, le cas du Togo où les gens... On en parlera. Ils n'ont pas pu apporter... On en parlera. Du Togo. Pasteur Edouard, est-ce que déjà ces suspicions entre le chef de file de l'opposition et le camp du président sortant ne sont pas également une sorte de tension pour le premier tour dimanche? Oui,
c'est vrai, la tension y est par rapport, comme on vient de le dire, par rapport au fichier, au double fichier qu'on est en train de constater, alors qu'on est censé travailler avec un seul fichier audité par l'OIF. C'est ça, la tension. Mais si, un tant soit peu, la tension est, l'équivoque est levé, et que les acteurs politiques se sont accordés pour que désormais on puisse s'en tenir à un seul fichier, et tant mieux. Mais c'est que l'équivoque n'est pas levé, parce que le cas de Soumaïla Cissé continue de sonner et de crier. Ben c'est ça où... C'est de bonne guerre. Non, ben c'est de bonne guerre. En fait, c'est des jeux politiques. Ça peut en être ainsi. Mais aujourd'hui, il faut dire l'enjeu de ces élections, comme mes prédécesseurs venaient de le dire, c'est important. Il y a la sécurité, mais aussi il faut quand même que ça peut jouer contre le président sortant par rapport au nouveau, au candidat Soumaïla Cissé, qui pourrait promettre mieux aux Maliens en matière de sécurité. Quand vous prenez Tombouctou, Gao et autres, Kidal, c'est des zones occupées. C'est des zones sous occupation. Au fait, le Mali, jusque-là... Des zones occupées, c'est des zones où sévit les djihadistes. Les djihadistes, oui, mais finalement occupés. Mais c'est occupé parce que l'administration centrale n'y est pas. Non, il y a la sauf à Kidal. Oui, bien sûr. Mais l'administration centrale ne fonctionne pas en tant que telle, hein, parce qu'il y a les djihadistes. En France, il n'y a pas... L'administration ne fonctionne pas. Il y a les djihadistes qui sont là. Le Mali qui est toujours frappé par les djihadistes. Je crois quand même que les deux principaux candidats, c'est les Soumaïla Cissé et puis Ibeka, ben il se peut quand même qu'ils peuvent aller au second tour. Moi, on souhaite quand même que les deux aillent au second tour. Et c'est là, c'est pourquoi d'ailleurs que ce soit dans les pays de la sous-région que nous allions quand même à ce scrutin à deux tours, là pour voir vraiment la force de la démocratie. Même à un tour, on peut également voir. Jean-Luc, au-delà de la question à deux tours. Non, on n'en est pas là. Moi, j'ai juste évoqué cela. De terrorisme, il y a même une sorte de tension intercommunautaire entre Peul et Dogon, qui est également une épine dans les pieds du prochain président. Et effectivement, ça fait beaucoup de morts déjà. Qui fait beaucoup de morts, effectivement. Je crois que c'est un des problèmes que le futur président aura à régler. Parce que c'est une question... Ibeka a échoué sur ces questions? Non, je dirais qu'il a tenté. Voilà, merci pour le mot. Il a tenté, mais on ne pourra pas dire aussi qu'il a complètement gagné le pari. Il a tenté, mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et donc, il faut vraiment du concret. Il faut qu'il fasse plus que cela. Et peut-être là où je rejoins le pasteur Edo, Soumaïla Cissé pourrait jouer aussi sur ça. Pour dire que quand je vais venir, moi je ferai ci, je ferai ça, je permettrai à ce qu'il y ait plus ça et tout et tout. Et là, ça peut jouer aussi contre Ibeka. Mais bon, vous savez, on est au pouvoir, on sait comment ça se passe en Afrique. Quand on est au pouvoir, on cherche toujours peut-être à mettre un peu de bulletin de côté pour gagner. Acheter les consciences aussi. Acheter les consciences, on en a vu au Togo par exemple. C'est quelle machine on a les consciences? Et donc, moi, je crois que c'est un problème très important que le futur président aura aussi à faire face. Alors, Dominique, on a vu quand même étonnamment pour la première fois depuis 5 ans, Ibeka s'est rendu dans le Nord. Non, mais puisque le Nord, il y a surtout à Kidal. Bon, je crois qu'il était allé à Gao, à Tombouctou, mais c'est à Kidal qui n'est jamais allé, que c'est à l'occasion de ce scrutin qui s'est rendu. Et dans quelles conditions? Quand il a tenu son meeting dans une salle. Et ce n'est pas un meeting, ça. Il a juste une conférence de presse. Une conférence de presse, justement. Bon, le problème de sécurité est réel dans ce contrée et que véritablement, il est difficile de déployer une sécurité une manifestation publique qui peut permettre donc au président d'aller librement et de sécuriser. C'est pas évident. Nos deux confrères de RFI, c'est là-bas qu'ils ont été tués. Donc je crois que c'est une zone où des groupes armés sont très présents et très actifs et maîtrisent le terrain, en fait. C'est aussi ça. Et quand c'est comme ça, l'armée régulière a du mal à venir à bout de ces groupes. Et donc, c'est tellement compliqué qu'il est difficile pour un président. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Bon, d'autres ont voulu mettre ça sur le fait que, bon, c'est comme s'ils méprisaient la zone, mais je crois que ce n'est pas évident. Il y a un problème de sécurité. Je vous rappelle que
l'un de ses premiers ministres est allé entre-temps là-bas, mais il est reparti. Moussa Mara, il est reparti immédiatement parce que la situation ne s'y prêtait pas. Voilà, donc, et d'ailleurs, je ne sais pas si actuellement Soumaïla Cissé ou les autres candidats ils ont pu aller là-bas parce que en tant que président, peut-être sa sécurité est plus garantie, plus sûre, mais maintenant eux, est-ce que tout récemment, je crois, hier aussi, on a attaqué un convoi d'un des candidats. Non, de Soumaïla Cissé, c'est même pas. Il n'était pas dans le ces partisans qui étaient allés dans un contre. Donc, c'est que le problème sécuritaire est réel. C'est l'enjeu majeur. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le Mali qui gère le problème de la sécurité là-bas. Il y a d'abord le G5 Sahel, la MISMA, le Togo qui fait partie de la MISMA pour aider le peuple malien. Donc, vraiment, c'est difficile de venir à bout de ces groupes qui se sont véritablement implantés et qui opèrent dans la zone justement de Kidal. Ils ont des moyens de s'incruster et qu'ils n'arrivent pas, l'opération Barkhane avec les moyens des drones, des hélicoptères, mais arrivent difficilement à les identifier, à localiser plutôt leur cachette. On oublie quand même que le Mali est un grand pays. Ben, c'est un grand pays, surtout désertique, la partie où ces groupes sont bien ancrés, c'est dans la partie désertique. Et donc, ils connaissent mieux la zone que quiconque. Et donc, ils opèrent aussi facilement. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali devient vraiment une poudrière que vraiment la communauté internationale tente, tant bien que mal, de venir à bout. Mais malheureusement, tout ça là, c'est la France qui a créé tout ça là. Si Sarkozy n'était pas allé tuer Kadhafi, on fera 1000 fois ce procès. Non, mais malheureusement, c'est une réalité. Ça fait mal. Parce que certains observateurs lui avaient prévenu que en finir en découdre avec Kadhafi aura des conséquences inimaginables. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, au Mali, mais c'est la mort de Kadhafi. Et sans oublier les milliers d'individus qui finissent leur course dans la mer. Alors, Pasteur Rido, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la situation sécuritaire. Est-ce que ça ne cache pas aussi un peu la réalité économique? Est-ce qu'en 5 ans d'Ibeka, les Maliens ont mieux vécu? Non, pas du tout. Les Maliens n'ont pas vécu. Mais vous savez quand même la situation qui a prévalu avant l'arrivée de l'Ibeka. C'est Ibeka aussi, c'est très important. Vous savez, avec ce que le général Sanogo, le général Sanogo a créé comme situation, il a fallu quelqu'un d'autre pour relever le pays. Avec Ibeka, quelque chose est fait. Mais sur le plan économique, les Maliens ne peuvent pas dire qu'ils s'en sont sortis. Mais ça, c'est très important. C'est parce que la sécurité est défaillante, parce qu'il y a problème il y a l'insécurité, que les activités ne peuvent pas tellement marcher parce que les djihadistes ils sont là un peu partout et ils opèrent de telle sorte que les gens n'ont pas la quiétude de pouvoir vaquer à leurs activités dans ces zones-là. Et ça fait que Ibeka, quels que soient les moyens qu'ils ont pu déployer pendant 5 ans, on ne peut pas quantifier, c'est-à-dire les résultats. Les résultats ne sont pas aussi. Les résultats ne sont pas aussi quantifiables. Parce qu'il faut financer justement l'effort de guerre. Donc, on voit quand même que ce qui fait que c'est comme si un jet d'eau dans la mer. Bon, donc, ça, et c'est pourquoi d'ailleurs il lui faut peut-être un second mandat, peut-être il lui faut un second mandat pour pouvoir. Le mandat économique. Le mandat sécurité n'est même pas résolu. Donc l'enjeu il est difficile de pronostiquer sur cette élection parce qu'il y a certains partis, comme on le dit, où les candidats ne peuvent pas aller faire la campagne, vous savez. Donc ça même mal l'élection présidentielle, mais c'est aussi constitutionnel, c'est un devoir constitutionnel. Il faut aller aux élections, comme peut-être Alizou, ça plaît à Alizou, ça plaît à Alizou certainement, ça plaît à Alizou quand je dis devoir constitutionnel. Il y a quand même quelque chose de bizarre, je l'ai relevé hier ou avant-hier, je ne sais plus, où on a un nord qui est aux mains de terroristes et tout, mais où les retraits des cartes ont été le plus massifs selon la commission des gardes. Oui. Peut-être les terroristes veulent voter. Non, c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est inquiétant.
C'est inquiétant. C'est ces choses-là peut-être qui met mal à l'aise peut-être l'opposition. C'est ces choses-là qui font craindre. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand on est au pouvoir, on a toujours des astuces pour pouvoir frauder les élections. Bon, je ne dis pas que Ibeka est en train de frauder les élections, hein, mais on a des astuces. Voilà, mais c'est pas exclu aussi. Et donc, il y a des techniques de victoire. Non, c'est toi qui le dis. Hein. Et donc, je crois que c'est vrai aujourd'hui, ces choses-là posent problème. Mais le problème, c'est quoi? Dans cette zone-là, dans le nord, il y a un problème. Le problème sécuritaire est toujours là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, les candidats ne peuvent pas aller là-bas pour aller battre campagne. Alors, comment ça va se faire? Comment les élections vont se dérouler? Où est-ce que les urnes seront posées? C'est tout un flou pour moi. Mais moi, je me dis, bon, peut-être qu'ils vont se limiter au sud. Et là, peut-être le gouvernement nous dira que, bon, on a essayé de faire quelque chose au nord. Et peut-être qu'il va arranger peut-être Ibeka. Ça confirmera de fait la partition du pays. Ben oui, justement. Mais ça, il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le pays est divisé. Le Mali est divisé. Ça, il faut pas se le cacher. Le Mali est divisé. Pas autant. Hein, si, et je pense que. Ah, mais pourquoi la zone vitale? Du moment où les candidats n'arrivent pas à accéder là-bas, ça veut dire que c'est pas leur territoire. C'est le gouvernement qui. Mais c'est-à-dire que le gouvernement est présent, mais pas comme le dit le pasteur tout à l'heure. Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le premier problème, moi, je pense même qu'il fallait même laisser ces histoires d'élections. Régler d'abord le problème sécuritaire, réunifier le pays. Ça peut prendre 10 ans. Non, oui, bien sûr. Je dis c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. Et réunifier d'abord le pays et ensuite aller aux élections. De transition ici, donc non, de toutes les façons, la transition aura lieu au Togo. Donc, on a largement le temps de parler. On va y arriver. Samuel, ce qu'on peut craindre, c'est justement, c'est la force de frappe des djihadistes pendant ces élections. C'est ça. Non seulement dans les zones occupées, même ils ont la facilité même de descendre au sud. Et c'est ça, parce que eux, ils ne peuvent jamais accepter que les élections aient lieu et que le pays soit pacifié. Pour eux, ils opèrent dans ces moments où il n'y a pas la stabilité. Donc, ce qui est à craindre, c'est ça. C'est qu'ils ne fassent pas des dégâts au sud qui est censé au moins être dans la main de l'administration politique. Bon, ça va être un peu difficile. Je crois que cette élection est sous haute surveillance militaire, policier, et puis il y a les forces, parce qu'il y a d'abord les forces maliennes, ensuite il y a la force Barkhane et il y a la MINUSMA également. Donc toutes ces forces ont pu faire un maillage du territoire pour essayer de sécuriser tant soit peu ces élections, sauf la zone Kidal, qui vraiment est une zone où, je ne sais pas si faut déployer les avions, les F-16 ou les F-18 pour pouvoir en venir au bout. Mais ce qui est clair, c'est que la grande partie bon, on souhaite que tout se passe quand même sous ce contrôle. Mais malgré ça, voilà des qui vont jusqu'à frapper au cœur des camps militaires. Au cœur des camps militaires. Ceux qui sont censés surveiller pour sécuriser les populations sans armes, mais ils vont jusqu'à frapper dans un cas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une facilité d'opération qui fait qu'il faut craindre que peut-être le jour du scrutin, ils peuvent vraiment frapper fort pour faire des dégâts, à moins que les forces de sécurité pouvaient prendre le devant ou bien pouvaient, avec les renseignements, avoir des informations nécessaires pour anticiper pour qu'ils ne puissent pas avoir la marge de manœuvre nécessaire pour opérer. Est-ce que le dimanche, les Maliens peuvent se rendre devant leur bureau de vote en toute confiance? Non, je crois oui. Ils ont intérêt, ils vont se rendre devant le bureau de vote pour... Non, mais avec la peur au ventre. Bien sûr, avec la peur au ventre. Dans la file, bien sûr, regardez derrière pour voir s'il n'y a pas des djihadistes qui arrivent. Vous allez voir un électeur bien habillé, mais qui transporte, bien sûr. Qui peut faire kamikaze. Justement, quand il va avoir un attroupement important, et puis il déclenche. Mais tout compte fait, l'élection se tiendra. On proclamera un vainqueur. Les Maliens doivent
doivent forcément choisir un nouveau président. Un nouveau président. Et que je crois que ça va se faire. Il n'y a pas de souci pour ça. Je crois que pour le moment, la campagne aussi se déroule. Ça doit On peut estimer que si les forces de sécurité redoublaient d'ardeur, sûrement qu'ils peuvent anticiper ou déceler les velléités de nuisance de ces djihadistes artificiellement créés par la France. Ils auront aussi besoin de la force Barkhane. Non, la force Barkhane. Elle est là. Bon, puisque au fait, c'est elle qui a beaucoup plus de moyens militaires pour vraiment opérer. Donc, oui, mais dernière question, parce que quand on est président sortant et qu'on a contre soi plusieurs anciens ministres et même premiers ministres, est-ce que ce n'est pas aussi un échec? Non, ce n'est pas un échec, ça fait partie du jeu. Il y a des candidats qui sont là, qui ne sont là que juste pour la forme. C'est pour jouer au jeu, gratiner un peu des voix et essayer de négocier après. De négocier après. Donc je crois que c'est une élection à deux tours. Deux candidats. Oui, bien sûr. Il y aura des voix. Oui, bien sûr. Et les gens ça se négocie. Et ça se négocie. Et des gens peuvent, on les appelle les faiseurs, ils peuvent être des faiseurs de roi, des faiseurs de roi. Donc il faut négocier. Donc il y a des candidats qui sont positionnés certainement par ça peut être par le parti au pouvoir. Même l'opposition, ici, il y a des gens qui sont là dans certaines zones où on sent quand même que Ibeka est populaire. Donc il faut aller lui retirer bien sûr et venir du côté de l'opposition. Donc je crois que c'est tout un jeu. Les candidats, on sait que les principaux candidats c'est Ibeka et Soumaïla. C'est quand même l'une des élections où tout le monde a de l'argent, tous les candidats. Puisque l'opposition a plus le pouvoir de décider.